En ce 4 juin 2024, j'ai choisi une petite randonnée pédestre d'une quinzaine de kilomètres dans le nord du Haut-Poitou, entre le pays Thouarçais et le Loudunais. Dans ce périmètre restreint, les patrimoines naturels et culturels valent le détour. Le 4 juin 1699, il y a plus de 300 ans, le pèlerin pour Saint-Jacques de Compostelle, arrivant d'Anjou à Saint-Jouin-de-Marne, dans un environnement hostile de bois et de marécages, découvre cette vaste abbaye comme une oasis, à la fois lieu de recueillement, d'hospitalité et refuge pour la nuit. Fondée au IVe siècle, l'antique abbaye est construite sur la colline d'Ancion, à proximité de voies romaines majeures à l'époque. Au Xe siècle, elle devient Saint-Jouin, du nom de son fondateur, un prénommé Jovinus, la plus grande abbaye du Poitou. La fixe Marne, ajoutée au nom du saint fondateur, indiquerait sa situation voisine des marais de la Dive. Face au flux croissant de pèlerins, ici, une nouvelle église abbatiale fut construite entre 1095 et 1130 sous la direction du moine Raoul de la Futaie, bâtisseur et réformateur de l'ordre monastique. Ayant traversé près de 10 siècles d'histoire, résisté à la guerre de 100 ans, aux guerres de religion, à des troubles naturels et civils, toujours debout, elle peut s'enorgueillir d'être considérée comme l'un des plus importants édifices religieux du Poitou roman. Nous la découvrons ici en arrivant par le sud. Sa façade occidentale. C'est comme un grand livre d'images en pierre. Le sujet, l'Église avec le peuple de Dieu en marche. Rien ne laisse indifférent, que ce soit le très beau porche roman aux archivoltes remarquables ou, au fronton, le jugement dernier et ses élus. Une foule immense, symbolisée par ces 30 petits personnages, seigneurs, moines, paysans, alignés sans aucune préséance. Ils vont au Christ en passant par la Vierge Marie, habillés comme les grandes dames du XIIe siècle. Oui, une belle façade fort heureusement rénovée depuis la fin du XIXe siècle. Une façade qui a quelque chose d'un arc de triomphe de l'époque romaine. Ce qui surprend dès l'entrée, c'est la grandeur de l'abbatiale. L'édifice est vaste, avec ses 72 mètres de long et 14 de large pour 15 de haut. Il faut dire que la notoriété de son pèlerinage la justifiait. La blancheur des murs et des piliers de la longue nef centrale diffuse la lumière zénitale dans tout l'édifice jusqu'aux voûtes pour en révéler les détails. Parmi ces voûtes qui accrochent le regard, celles du fond sont de type plantagenet, uniques en leur genre en Poitou. Ces éléments gothiques ont été adaptés à la structure romane de la nef avec ingéniosité et harmonie. Ces voûtes sont sillonnées de fines nervures qui s'entrecroisent sur des médaillons d'une grande beauté ornés d'un riche bestiaire. Admirez ce travail d'orfèvre de la pierre. Les ornements des piliers, les chapiteaux, réalisés de main de maître, d'un style nerveux, libre et élégant, figurent des chevaux, sphinx, oiseaux, atlantes, centaures et feuillages. Ils font jeu égal avec les médaillons des voûtes et soutiennent la comparaison avec ceux de l'église d'Aunay de Saintonge,
un autre joyau du roman en Poitou-Charentes. Le chœur et le chevet, une belle réussite. Demi-circulaire, environné d'un déambulatoire rythmé par d'élégants piliers quadrilobés, reliant des arceaux plein cintre, c'est du pur roman. Au levant, voici le chevet, les chapelles absidiales. L'image parle d'elle-même, c'est beau. Ici, on observe la fortification du transept pour accroître sa vocation défensive au moment des guerres de Cent Ans. Pour parer à des faiblesses structurelles côté chevet, c'est l'ajout d'efficaces contreforts à l'élégance discutable que l'on voit. Si l'on admire aujourd'hui la pureté de cette abbatiale, sa sobriété, n'oublions pas qu'elle n'a pas toujours été voulue par cette société médiévale. Cette pureté n'est en fait que le simple travail du temps. Comme l'a mis en évidence l'historien médiéviste Michel Pastoureau, le temps efface la polychromie des tympans et portails romans, élément majeur des édifices religieux, une polychromie fréquente à l'époque. Alors, coloriser la façade ouest et redonner des clés de lecture au jugement dernier, une bonne idée ? Oui, dit Raymond Pfeffer, président de l'association des Amis de l'Abbatiale. Elle et ses amis œuvrent avec passion à maintenir vivante cette majesté de pierre par des visites guidées et en faisant résonner sous ses voûtes chants sacrés et musique actuelle autour de l'été. Je poursuis maintenant ma randonnée vers Montcontour. Tournant le dos au chevet de l'abbatiale, nul besoin d'une carte ou d'une boussole pour m'orienter. Sur une petite colline vers l'est, se détache nettement sur l'horizon son donjon médiéval. Il émerge ici par-dessus les toits du village qui s'étire le long de sa rivière. Érigée sur une motte féodale, la construction initiale en bois a fait place aux moellons. De ce château construit au XIe siècle par Foulques Nérat, le puissant comte d'Anjou, surnommé le Baron Noir, un seigneur redouté, il ne reste plus que ce donjon. Il est en bel état et considéré comme l'un des plus anciens du Poitou. À son sommet, les machicoulis attestent de sa fonction défensive. Le château dont il était le cœur ne reste plus à proximité qu'une chapelle castrale. Il sera l'acteur des guerres de Cent Ans en pleine Mirbalaise. Pendant ces guerres, à l'épreuve des boulets de bombarde, la citadelle céda, mais le donjon tint bon. Heureusement, le connétable Bertrand du Guesclin finira par buter l'Anglais hors de Montcontour après une bataille décisive et après avoir englouti, dit-on, 3 mijets, cette soupe traditionnelle des campagnes poitevines. Bien plus tard, en 1569, c'est d'un affrontement entre Coligny, le protestant, et le catholique duc d'Anjou que le donjon sera le grand témoin. On parle ici de 8000 morts sur le champ de bataille de Montcontour.
Aujourd'hui, coquille vide, le donjon révèle néanmoins son ancien aménagement. Je gravis ses 120 marches et me voici à son sommet. Du haut de ces 25 mètres, la vue est imprenable sur l'abbatiale de Saint-Jouin-de-Marne, l'ennemi religieux des seigneurs laïcs de Montcontour, mais aussi sur les donjons de Gay, de Loudun et de Curçay-sur-Dive vers le nord. Aujourd'hui, la cité et son donjon sont bien paisibles. Du donjon qui domine ce joli village aux ruelles bordées de maisons anciennes, je gagne d'anciens lavoirs en bord de la Dive du Nord. Ainsi nomme-t-on cette rivière, artère divine pour les Montcontourois, si l'on s'en rapporte à l'étymologie du mot aux racines celtiques. Le sentier des lavoirs, la sente divine, voilà ce qui m'attend. On en dénombre environ 50 pour plus de 100 il y a un siècle, à l'époque où la cité connaissait de riches heures dont témoignent certaines belles propriétés. Ici, on a inventé le bateau, un plancher mobile, baissé ou monté selon le niveau de la dive en crue ou grossi par des lâchers d'eau de nombreux moulins. Il facilitait le difficile labeur des lavandières. Nul doute que Gargantua, ce géant rabelaisien, ne reconnaîtrait pas aujourd'hui les marais de la Dive du Nord qu'il fréquenta jadis. Progressivement asséché depuis le Moyen-Âge par les moines de Saint-Jouin jusqu'au remembrement du XXe siècle, il se réduit aujourd'hui à un étroit cordon vert autour du cours d'eau. Ici, on y a bâti un habitat sobre à l'aide de cette terre argileuse du Marais. Mélangé à la rouche, ainsi appelle-t-on le roseau séché des marais, en guise d'armature, et voici en quelque sorte le béton de terre. Ce mélange, foulé au pied, bâti par levées successives de quelques dizaines de centimètres sur une base large de plus d'1 mètre, est à l'origine de ce patrimoine que nous découvrons ici. En 1992, à Ouzilly-Vignoles, naît l'idée de valoriser et de préserver ce patrimoine en terre crue. La DRAC, la Direction régionale aux affaires culturelles, recense 108 bâtiments avec au moins un mur en terre. 19 maisons sont encore totalement en terre. C'est ainsi que 2 ans plus tard, l'association Citer est créée pour porter le projet, ici à Terravilla. C'est chez elle, à la ferme des Thivaux, qu'il faut aller pour comprendre la technique utilisée pour construire ce patrimoine, la bauge. Terravilla, outre témoigner de ce savoir-faire ancestral, nous en apprend également sur la vie passée du maréchal de la Dive. Exploitant la tourbe, produisant le chanvre, maître en vannerie avec l'osier et, c'est peu commun, faisant de l'irudiniculture. Derrière ce nom savant se cache l'élevage des sangsues,
connu depuis l'Antiquité pour faire des saignées. Rencontrez Gérard, l'un des bénévoles de l'association. Il vous en dira plus sur le sujet. Pour conclure, ces maisons de terre, pour le dire simplement, de simples constructions du passé à ranger au musée, pas si sûr. L'intérêt qui porte aujourd'hui la jeune génération de l'architecture qui visite Terra Villa augure peut-être de leur retour à la mode dans ce contexte de réchauffement climatique que nous connaissons.